Et puis ça va vite, hein, parce que on sait très bien, un contact ça génère d'autres, etc. Alors moi j'ai 30 000 abonnés. Au même salon Artibat, Paul est volé. C'est ta montée là ça ouais, c'est ça. Oh, ça va okay. On la passe, hein. En démarrage, yes. Sous cette météo fantastique. Grave, faut qu'on en profite. Bah, merci en tout cas Jean-Pierre d'avoir accepté avec plaisir, écoute. L'invitation. On est bien là en plus. Bah, dans ouais. Forêt de Montmorency, hein. Ouais. C'est super, bon conseil. C'est clair, hein, c'est clair. Ouais. Non, ça, c'est autour du bien-être. On fait le rapport, nous, beaucoup sur l'émission, entre les artistes, le côté performance des artistes, des athlètes, avec les entrepreneurs. Ouais. Parce qu'en fait, les trois partagent un peu cette envie de se dépasser. Et en fait, moi, je m'adresse beaucoup à des startups, mais on l'oublie. Tu sais, le côté entrepreneuriat comme tel qu'on l'entend, avec l'entrepreneur qui monte sa boîte tout seul, ouais. C'est relativement jeune en France. En fait, il n'y a pas cette culture. C'est une culture plutôt américaine. Exactement. Et elle arrive en France, et la French Tech, etc., a mis ça en exergue. D'ailleurs, alors ce ne sera pas des startups, et c'est lundi, je crois, lundi 15. Ouais. Il y a M. Macron qui organise Choose France, tu vois. J'espère qu'il y aura des start-upers dedans, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Et en France, on a plutôt une lignée de capitaine d'industrie, de DG. Et en fait, je voulais mettre en avant justement ce type de profil avec toi pour parler des général managers, des directeurs généraux. Ouais. Et qu'est-ce qui fait pour toi un bon DG? Parce que le DG, pour moi, c'est le numéro 1 du numéro 1. C'est le numéro 1, mais au sein d'une équipe, tu vois. C'est ça. Donc, bon, la clé c'est d'amener de l'énergie, de transmettre, de motiver, donner du sens, que les gens se plaisent dans l'entreprise, qu'ils voient leur mission, et puis surtout qu'ils prennent plaisir, tu vois. Je pense que le plaisir, il est clé en fait. Hein. Et donc, si toi, en tant que DG, faut que tu amènes du plaisir. Ouais. Tu vois, donc moi mon rôle c'est ça. Okay. Moi mon métier me plaît, j'essaie de transmettre cette passion, tu vois. Tu fais ça depuis combien d'années? Écoute, alors je suis dans l'univers du bâtiment depuis très longtemps maintenant, tu vois. Ça fait dinosaure, ça va faire 25 ans, tu vois. Et je suis, on va dire, DG de boîte depuis une petite dizaine d'années. D'accord. Tu vois. Et avant, j'avais un cursus directeur commercial et marketing, choses comme ça, tu vois, donc assez lié aussi à des équipes, à des clients toujours. Donc toujours l'humain est au cœur quand même de ton métier, quoi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est l'humain, c'est le relationnel, c'est le moment, tu vois. Alors là, écoute, merci pour le moment. Comme je disais à mon épouse ce matin en partant, elle me dit, ça va te faire une récréation. J'ai dit, c'est une super récréation. C'est clair. Écoute, on prend l'air, on discute, c'est sympa. C'est propice à vraiment faire une introspection, un bel échange. Exactement. Voilà. Et du coup, donc, on rappelle, là, tu es DG, c'est ça, General Manager. Est-ce que c'est différent? C'est pareil, en fait. Alors, si tu as le terme anglais, General Manager ou DG. Okay. Bon, enfin, bref, en fait, je dirige une activité industrielle, en fait, la filiale française en fait, d'un groupe. Et on est spécialisé dans l'isolation. On fabrique des isolants. Deux types d'isolants, tu vois, il y en a un en laine minérale de verre et l'autre en polystyrène extrudé. Bon, alors c'est quoi? Bon, il y en a un, c'est à base de verre, comme son nom l'indique. Hein, tu fais des bases de fil de verre, tu fais des matelas de laine et tu utilises ça pour les cloisons, pour les combles, etc. Enfin, pour isoler les logements ou les bâtiments. Donc ça, c'est en fait le matériau qui est le plus couramment utilisé en France et en Europe. Donc on fabrique ça un peu partout, aux quatre coins d'Europe. Et en France, on est à Saint-Avold. Donc c'est une charmante ville qui est à l'est de Metz, pas très loin de l'Allemagne. Et puis, je te parlais de polystyrène extrudé. En fait, c'est des plaques utilisables en fait, sous des chapes, des choses comme ça. Tu vois, ça résiste à la compression et à l'humidité. Voilà. D'accord. Donc on fabrique ça. Et donc on a une équipe en France de 200 personnes à peu près. D'accord, ok. On va dire 2 tiers en production et 1 tiers entre les commerciaux et les services généraux. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'animer cette équipe depuis 4 ans et demi. C'est sympa, okay. Très sympa. Et donc tu as un peu cette double, triple, quadruple casquette, quoi. Tu dois gérer... Ouais, je suis à la fois un petit peu, si tu veux, directeur commercial, directeur général donc. Ouais. Mais j'ai un staff, hein, j'ai 2 directeurs des ventes, tu vois, parce qu'on est sur 2 réseaux de distribution. Il y en a un, c'est des matériaux, des gens comme Point P, peut-être que tu connais, Gédimat, Big Mat, Tout Faire, tout ça.
Donc ça, c'est 3/4 de notre activité. Puis un quart sont des grandes surfaces de bricolage, plus connues comme Leroy Merlin, Bricomarché, etc. Et donc j'ai des équipes, des managers qui pilotent aussi ces activités. Mais on est une filiale à la fois industrielle mais commerciale, tu vois. Mon rôle, il est très commercial, marketing, logistique, tout ça. Donc c'est sympa. Okay. Donc voilà. Écoute, en tout cas, moi, c'est ma passion et c'est mon métier. Trop bien. Et tu parlais de marketing. La particularité, justement, de ton profil, c'est que tu es très actif sur LinkedIn, tu es très réseau. Ah, t'as remarqué? Ouais, j'ai remarqué. Regarde, je vais de travers, t'as vu? Non, t'es bien voilà. Là. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est ta montée là? Ouais, c'est ça. Elle va. Okay. On la passe, hein? Ouais, c'est cool. Hein? Et t'es très marketing. Comment aujourd'hui tu utilises les réseaux sociaux, que ce soit pour développer ton réseau perso, professionnel? C'est quoi un peu ton approche? Ah, écoute, moi, mon approche, c'est vrai que je suis sur LinkedIn depuis que ça existe en France. Donc depuis, ça fait quasi 15 ans, hein, tu vois. Donc, et je trouve que c'est extrêmement pertinent pour communiquer et puis aussi pour échanger. Alors, rien ne remplacera le contact humain, tu vois, ce qu'on fait là aujourd'hui. Mais par contre, ça te permet de te connecter avec des personnes que tu ne connaîtrais pas forcément. Donc, en communiquant, tu génères un intérêt et les gens t'envoient des messages, etc. Et donc, comme ça m'a permis souvent de découvrir des métiers, découvrir des startups, de te découvrir, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Et moi, j'aime ça. C'est un peu un loisir. Tu vois, c'est un peu ma récréation. Je communique sur LinkedIn. Un loisir qui a un impact sur le business aussi. Ouais, parce que, en fait, ce sont tous les gens de mon écosystème un peu qui sont dedans. Donc, tu es visible. Et comme on n'est pas si nombreux que ça, on va dire dirigeants ou DG à communiquer, et ça a l'impact, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais, parce que je te disais tout à l'heure, nous on travaille pas mal en ce moment avec des startups industrielles et on commence de plus en plus à travailler chez Blend Creative avec des industriels, des PME. Et on a la difficulté de leur expliquer l'importance du branding, l'importance d'avoir une marque. Je sais qu'Ursa, vous développez ce branding avec une mascotte, etc. Ouais. Notre mascotte Paul, l'ours polaire. C'est ça, exactement. Comment moi je pourrais leur expliquer, tu penses, l'importance du personal branding et du branding? En fait, ce qui est sympa, c'est que c'est vivant. Tu peux passer des vidéos, tu peux mettre en avant tes collaborateurs, mettre en avant tes partenaires, et puis expliquer quel est ton credo, quoi. Et en fait, pour moi, la clé, c'est d'être vrai, quoi. T'es pas là pour dire regarde mon isolant machin, c'est le plus beau du monde. Tout le monde s'en fout, ça n'intéresse pas les gens. On parle des hommes et des femmes, on parle des innovations, on essaie d'apprendre des choses aux gens, parfois les faire rire ou sourire. Mais en fait, il faut qu'il y ait un intérêt, tu vois, soit tu as passé un bon moment, soit tu as appris quelque chose. Et en donnant comme ça, tu reçois, parce que les gens te donnent beaucoup de retours. Donc ça, c'est pertinent parce que ta boîte est mise en avant. Toi, évidemment, tu es dans le focus. Mais ce qui est important, c'est de mettre en avant aussi les autres, quoi. Tu mets en avant tes équipes. Donc c'est ce que j'essaie de faire un petit peu au quotidien. Et pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, dans le monde du 2023, le digital est quand même clé, quoi. Tu peux plus interagir comme avant. Et là, ce qui est sympa sur LinkedIn, c'est que tu as ton noyau dur, en fait, de gens de ton réseau. Donc, mon conseil, c'est de se dire, le secret, il ne faut pas le dire à tout le monde, mais quand même, on n'est pas très nombreux, tu vois. Il faut profiter de cette opportunité. Il faut profiter avant qu'il soit saupoudré plein de choses. Les choses évoluent. Mais aujourd'hui, c'est très puissant. C'est vrai que dans le bâtiment, on n'est pas très nombreux, finalement, à communiquer. On est quelques-uns. Du coup, on est assez visible, quoi. Et pour la société, après, c'est une reconnaissance. Il y a la marque se fonde. Et puis, ça va vite, hein, parce que on sait très bien, un contact, ça génère d'autres, etc.
Donc le nombre est limité. Par exemple, moi j'ai 30 000 abonnés. Bon bah 30 000 abonnés, c'est pas très gros, c'est pas Instagram avec des millions. Ouais. Je suis pas une star, une star de la chanson. Mais dans l'entreprise, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quand même... Et ça a de l'impact parce que chaque personne après relaie, etc. Et l'idée de la mascotte, elle est venue quand, Alors écoute, c'est une idée... moi je suis arrivé en 2019 dans l'entreprise. En fait, Paul est arrivé fin 2018. Paul, évidemment, comme son nom l'indique, c'est l'ours polaire. Okay. Et en fait, c'est le pro de l'isolation. Lui, c'est Paul. Et chez Ursa, c'est le pro de l'isolation. Et en fait, il a une tête sympathique. Il est costaud, tu vois. Il rigole. Donc en fait, on dit il est sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Ursa, tu vois. Donc il est très représentatif de l'esprit et des valeurs de l'entreprise. Donc il est né fin 2018. Il y avait un salon professionnel qui s'appelle Artibat, qui est le salon des artisans, et c'est là où Paul est arrivé la première fois. Puis Paul, il a eu pas mal de péripéties, même ces dernières années. Imagine-toi que c'était quand fin 2021, au même salon Artibat, Paul est volé, réellement volé. Okay. En fait, je ne sais pas ce que voulait faire quelqu'un, le carnaval, je ne sais pas quoi, il nous vole Paul. Et donc, ma responsable com vient me voir, Emeline vient me voir, dit Jean-Pierre, on a un problème. Alors elle attend le mardi, tu vois, le lundi, elle essaie de trouver encore Paul, tu vois, après le week-end. Et pas de Paul. Et elle me dit, on nous a volé. Je dis, mais non, c'est une plaisanterie, Emeline. C'était pas une plaisanterie. Alors je lui dis, on va faire un avis de recherche, j'y crois pas 2 minutes, mais au pire, ça nous fera peut-être un petit peu de buzz. Quoi. Alors, on n'a jamais retrouvé Paul, mais le buzz a été incroyable. Puis après, Paul est revenu. On a refait un Paul. Il est revenu, quelqu'un l'a remis ou... C'est-à-dire qu'en fait, on a refait... alors, on va les citer, tu vois. Je suis tombé par hasard sur une personne qui me dit, écoute, je suis costumière des théâtres. Donc, si tu veux, je te refais un Paul. Et en fait, c'est avec son équipe, c'est les personnes qui font les masques, tu sais, pour l'émission de télé Masked Singer. Donc, ils nous ont fait un super Paul. Avec un... Alors au départ, elle m'a proposé des Pauls, mais c'était pas le même. J'ai dit non, je veux le même. C'est Paul qui revient. Alors c'est le même avec un peu plus de sourire, encore plus la banane. Il est revenu. Et il est revenu sur les salons et tout. Il était à Batimat l'année dernière. C'est super quoi. Et en fait, il représente vraiment ce qu'est l'entreprise. On essaie d'être assez proche, on essaie d'être vrai, et puis on se prend plaisir, on se prend pas la tête, quoi. Donc on a un petit côté un peu décalé. Et en fait, c'est ma précédente directrice marketing avec une agence qui avait trouvé ce concept, en fait, en disant voilà, l'ours polaire, Paul, il va représenter Ursa. Et c'est complètement ça, quoi. C'est marrant parce que nous, c'est un peu notre axe, c'est le storytelling. Donc c'est comment en fait raconter des histoires au sein de l'entreprise et dans son marché. Et avec Paul, il y a possibilité de raconter plein d'histoires pour mettre en avant les valeurs de Ursa. Quoi. Exactement. Puis après, ce que je t'ai raconté, l'histoire de Paul volé, beaucoup de gens ont cru que c'était un truc de bonté. C'est un truc de Jean-Pierre, ça. Mais pas du tout, c'était vrai. Et puis cette année, on a une autre opération qui est complémentaire, qu'on a appelée bouclier Ursa pour la planète, en disant il y a le bouclier tarifaire, mais l'isolation, elle permet en fait un bouclier, tu vois, face à la crise de l'énergie. Puis Paul est toujours en avant par rapport à ça. Et puis on interagit, tu vois, je suis ravi d'être en forêt parce que c'est mon lieu. Parce qu'à chaque fois sur ces challenges, chaque fois que quelqu'un agissait, on plantait un arbre. Donc l'année dernière, on a fait planter, parce qu'on ne les a pas plantés tout seuls. Voilà, on est allé en forêt de Chantilly, on n'était pas très loin d'ici. Et cette année, alors on ne sera pas à Montmorency, peut-être l'année prochaine, on sera dans la forêt des Landes. Et le challenge a fini cette année. Il y aura encore 5500 arbres plantés en forêt des Landes. Un vrai impact pour la planète. Quoi. Et donc là, pourquoi pas, tu vois, à terme... C'est pour ça que je suis ravi que tu m'invites comme ça c'est ce qu'on s'est dit en forêt. Avec Ariane, on s'est dit oui, c'est un lieu parfait. C'est le lieu parfait, tu vois. Il commence un peu à pleuvoir là. Il pleut un peu, mais nous, on est valeureux, quoi. Et on sait que l'eau, c'est important, il en manque en ce moment. C'est clair. On est tombé sur le jour, il y en a. C'est clair. Voilà. On s'est aussi rencontrés par le biais de SAS Accompagnement Social, qui est une plateforme digitale qui permet aux salariés d'une entreprise d'être soulagés sur des soucis psy, sociaux, du coach parental. Et du coup, la fondatrice Ariane Mathura, elle a une question à te poser. Oui, je vais te faire écouter ça. Volontiers. Je ne sais pas si tu vas entendre. Je vais être ravi d'écouter la question d'Ariane. Ah voilà, Ariane, je crois là. Bonjour Jean-Pierre, ravi de pouvoir te poser ces questions dans le cadre du Tour de France des CEO.
Alors, aujourd'hui, URSA a vécu une belle opportunité au travers de l'opération d'acquisition avec le groupe eText récemment. Nous savons que les rachats fusion-acquisition génèrent parfois des questionnements, des appréhensions pour le corps dirigeant et les collaborateurs. Alors, c'est simple, le changement suscitant de la peur. D'ailleurs, la majeure partie des individus ont ce qu'on appelle une intolérance face à l'incertitude. Ouais. Une incertitude qui, en effet, peut provoquer de l'insécurité à tort ou à raison. Toujours est-il, dans cette dynamique du Tour de France des CEO, j'aurais aimé que tu puisses nous donner quelques conseils, des conseils pour des dirigeants comme toi, mais qui doivent vivre leur première opération d'acquisition afin de ménager les équipes des secousses que peuvent engendrer ces opérations. Ah, merci Ariane. Prochaine fois, plaisir de te voir de visu, mais en tout cas merci d'être là par cette question et puis par SAS qu'on a lancé il y a une petite année dans l'entreprise. Écoute, ta question est excellente parce que culturellement, on est très proche du groupe eText qui nous a rachetés. Okay. On sentait plutôt un engouement des salariés sur le sujet. Et si on prenait le problème, c'est pas un problème, mais si on prenait cela au premier degré en disant, ben voilà, tout a l'air simple, tout a l'air fluide. Donc ça roule pour moi, ça roule pour mon comité de direction. Ça semble être positif pour chacun dans ce qu'ils expriment, donc tout va bien. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est une grosse partie non exprimée qu'on peut avoir. Alors on a fait une enquête RPS et on a fait, après il y a une enquête peu de temps après l'arrivée d'eText sur la position du personnel, sur ce qu'ils pensaient, justement l'arrivée, sur le futur, etc. Et on se rend compte que finalement, ceux qui sont extravertis vont exprimer facilement, on le savait déjà. Et ils étaient plutôt dans le positif. Les autres, c'est pas qu'ils soient dans le positif, mais ils sont plus dans l'inquiétude. C'est exactement le point d'Ariane. Et ça, c'est pas forcément exprimé. Donc, je pense qu'il faut surtout pas négliger le conseil de se dire, il faut pas présupposer que tout est fluide. Et c'est certainement pas parce que toi, en tant que CEO de la boîte, ou ton comité de direction, ou beaucoup de gens autour de toi te donnent des feedbacks positifs, que c'est valable pour 100% des collaborateurs. Et même s'il n'y a que quelques collaborateurs qui sont entre guillemets en complexité par rapport à ça, eh bien, il faut surtout les prendre en compte. Ouais. Et là, SAS apporte cette solution parce que c'est anonyme. Les gens, sauf qu'ils ont une ligne bienveillante et aidante par rapport à ça, et donc ils vont exprimer. Et on sait que quand on a démarré SAS, la plupart des questions, et c'est ce que Ariane disait, finalement étaient liées à cette arrivée des textes. Alors qu'on pensait que c'était très fluide, ben non, c'est nouveau. Donc c'est nouveau, ça génère de l'inquiétude, ça fait peur. Donc en fait, le point, mon conseil, c'est de dire ne jamais préjuger, ne jamais penser que son point ou ce qu'on pense exprimer, ce qu'on pense ressentir des équipes est celui qui est de la vérité. Non, il y a des gens qui vont facilement exprimer pour, contre, donc ça c'est facile. Et puis il y a toute une partie de personnes, souvent beaucoup de personnes quand même, on va dire une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas. C'est important là, justement je te demandais si tu pratiquais du sport parce que c'est vrai que le fait de se maintenir comme ça quand on est dirigeant d'entreprise, en fait c'est important de prendre l'air, tu vois. C'est important de prendre l'air. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait là, c'est hyper bien. Et j'allais dire, je reviens sur les réseaux sociaux, je reviens sur les rencontres. Moi, je suis quelqu'un qui aime le contact, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un uniquement sur mon bureau, tu vois, dans ma tour d'ivoire. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est l'interaction. Pour moi, la relation, c'est absolument essentiel. Et en même temps, ça, comment te dire, moi, ça me régénère tout le temps. Parce que j'apprends de nouvelles choses, je connais de nouvelles personnes. Et donc ça t'amène des vibrations, ça t'amène... honnêtement, ça fait du bien. Ouais. Alors, ça change ton point de vue aussi. Ça change mon point de vue. Alors j'espère que voilà, c'est aussi sympa pour les autres que pour moi de côtoyer, tu vois. Mais bon, en général, les interactions sont bonnes, tu vois. Et ça, ça pour moi, c'est la clé, tu vois, la joie dans la vie professionnelle. Et donc, il y a beaucoup de moments... pour moi, les moments de contact, c'est des moments de joie et d'apprentissage. Et tu apprends tous les jours, tu vois. Tu apprends à 20 ans, tu apprends à 50 ans. Hein.
et plus. Donc ça, c'est chouette. Et tu vois, le réseau social, tu arrives à une partie de cela, mais surtout, tu crées la possibilité de nouveaux contacts de visu. Parce que, voilà, l'intérêt, c'est à un moment donné de se voir, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais on a commencé avec le Tour de France des PME. Avec Xmaker, en fait, on a vu ce parallèle entre les industries et les startups. Et là, on travaille beaucoup avec des startups industrielles, un peu l'entre-deux. Et il y a cette volonté du gouvernement, là, récemment, de réindustrialiser la France, de réinvestir, de moins investir massivement sur les startups, mais plus sur des usines, sur des business rentables, quoi. Mais c'est absolument clé, en fait, ne serait-ce que pour nos villes moyennes, pour nos campagnes, ou même pour nos villes. Hein. Et d'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, moi, je suis élu la Chambre de commerce de Seine-Saint-Denis, et je fais partie d'une commission à la Chambre de commerce d'Île-de-France, justement pour promouvoir l'industrie, tu vois. Et tu parlais des startups. Bah écoute, nous, on est en plein échange avec pas mal de startups. Tu sais, on paye des éco-contributions, tu sais, pour recycler, etc. Et ça arrive dans le bâtiment. Et c'est vraiment la grande actualité et toute récente, puisque depuis le 1er mai, on collecte ce qu'on appelle une éco-contribution qui va aider à financer justement des projets, des solutions pour recycler les matériaux. Donc, en usine, c'est assez simple, hein. Sur les chantiers de neuf, partiellement, mais après tout ce qui est déconstruction, tu vois. Aujourd'hui, il y a une infime partie des matériaux qui sont réutilisés. La REP, ça s'appelle comme ça, responsabilité élargie du producteur, nous oblige en fait à cotiser, toute la filière cotise, pour pouvoir trouver ces solutions de réemploi. Et je te le donne en mille, souvent les startups, ils ont l'idée géniale de l'innovation et ils ont besoin de s'allier à un industriel qui va peut-être mettre ça, si tu veux, avec des tailles critiques. Voilà. Donc en fait, c'est ces rencontres-là qui vont être de plus en plus clés dans cette révolution, tu vois, qu'on a du bâtiment par rapport à ça. Et là, c'est vraiment la rencontre de la start-up, tu vois, et des groupes industriels. Exactement, ouais, tu vois. Donc on est en plein là-dedans. Et donc je rencontre quelques startups de temps en temps par rapport à ça, qui ont des idées d'innovation, tu vois, comment réutiliser nos laines minérales, les déchets, etc. Tu vois, donc ça c'est super. Bah, c'est clair. Nous récemment, on a travaillé avec un groupe d'industriels normands qui s'appelle Vialog et qui propose des solutions d'industrialisation aux startups qui créent des outils, du hardware. Et en fait, les startups ont les idées, mais elles ne savent pas comment les mettre en place, comment usiner, faire du volume. Et donc eux, ils apportent ces solutions-là, menées par Toshiba France. Et c'est un projet incroyable, quoi. Donc, moi, j'y crois énormément à cette synergie entre ces deux mondes. Exactement. Ben, je vais à Aubervilliers, tu vois, dans 10 jours, pour voir justement une start-up, tu vois, qui réutilise des matériaux pour faire des sièges qui vont être utilisés par exemple sur certains sites olympiques de Paris 2024. Tu vois, c'est extra ça, tu vois. J'adore l'état d'esprit de la start-up parce que tu vois, c'est le peps de l'innovation, de la disruption, tu vois. Moins de barrières, tu vois, parce que dans nos industries, parfois, on est réglé avec des process, etc. Donc c'est très bien, mais parfois ça peut te sortir un petit peu de cette possibilité d'innovation, parce que tu es trop dans les rails, tu vois ce que je veux dire. Alors on essaie, parfois toutes les boîtes, on fait des exercices en disant voilà, on va out of the box, tu vois, tu sors du truc, mais une fois que quand tu es dedans quand même, c'est pas facile. C'est ça, et puis c'est pas la culture dans certaines entreprises. Ça dépend des entreprises. C'est difficile à piloter. Tu vois là, tu es GM d'une grosse entreprise, en plus en pleine acquisition. Fusion-acquisition, c'est ça? Ouais, alors nous, on a été, en fait, notre entreprise Ursa a été rachetée par un groupe familial belge qui s'appelle Etex, groupe d'environ 14 000 personnes. Et en fait, c'est malgré la taille est à la fois assez importante, mais suffisamment raisonnable pour que. Alors, on ne se connaît pas tous, ces 14 000, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux interagir beaucoup plus facilement que s'il y a 10 fois plus de personnes. Mais comment, justement, tu pilotes l'innovation au sein d'un grand groupe comme ça? C'est plus difficile, tu vois, c'est un peu moins agile, quoi. C'est ça. En fait, on sait que certains gros groupes ont eu des problèmes justement à intégrer des startups justement en choc de culture. Donc là, en fait, on sait que notre service R&D, en fait, il est marrant parce que le patron de ça, Arturo, il me disait il n'y a pas longtemps, il dit
Tu vois, la recherche et développement, c'est pas le labo, ça c'est le 19e siècle, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le network, tu vois. Donc c'est justement, lui finalement, il est au sein d'une cellule relativement petite, tu vois. Il a une vingtaine de collaborateurs, par exemple, pour ça. Et il va échanger plus facilement, tu vois, avec des startups parce qu'ils ont un peu les mêmes problématiques. Et il sort, tu vois, de son staff propre, tu vois, pour aller échanger. Ça fonctionne. Après, si tu veux vraiment les intégrer à ta culture, ça c'est compliqué. C'est plus compliqué. Ça va être antinomique, tu vois. Donc c'est peut-être ça la solution, même les grands groupes, c'est avoir une petite cellule un peu indépendante. Indépendante, qui ne sont pas forcément d'ailleurs intégrés au sens actionnariat du groupe, tu vois, qui est indépendant. Parce que l'indépendance, ça n'a pas de prix. Pour moi, si tu es indépendant, tu as peut-être plus de liberté pour innover aussi, tu vois. Nous, la chance qu'on a chez Ursa, tu vois, par exemple, on est 1700 en Europe. On est un peu moins de 200 en France. Bien, en fait, on a une taille où on se connaît tous. Donc, pour prendre des décisions, alors évidemment, on est en ligne avec des directives du groupe, de Ursa Group, de Detex, bien sûr. Mais on est dans une taille où on peut facilement agir et réagir. C'est-à-dire que si la décision n'est pas bonne, on ne va pas faire 50 réunions, si tu veux, pour changer l'axe, tu vois. Donc, cette agilité, je pense que même au sein des groupes, il faut le garder. Et c'est un peu la culture Detex, où il y a différentes entités par pays, et chaque pays est responsable évidemment de ses résultats, de ce qu'il fait, au sein évidemment d'une politique globale de l'entreprise. Mais tu vois, on a cette certaine liberté. Tu me parlais de LinkedIn, il y a des groupes, ça serait juste pas possible pour moi. En tout cas, à titre personnel, je pourrais, mais LinkedIn, c'est quand même un réseau professionnel. C'est clair, de prendre la parole comme ça. J'utilise Facebook, tu vois, je veux dire, là, c'est perso, il n'y a pas de problème. Mais il y a des groupes où ça serait compliqué d'avoir cette liberté, entre guillemets, de prise de parole. Là, je l'ai, et ça donne, si tu veux, ce pouvoir. Avant qu'on arrive à la fin de la réponse, je te mets la question. Ouais. Et puis comme ça, je te laisse y répondre. Je ne sais pas si tu vas bien entendre. Alors, Jean-Pierre, pour cette dernière question, dans laquelle tu vas y trouver 2 questions, je voulais juste revenir dans un premier temps sur le fait que Ursa est aujourd'hui client de SAS Accompagnement Social, donc, qui est une plateforme digitale alliée pour favoriser le climat social de son entreprise. Tu as implémenté SAS au sein de ton entreprise comme une évidence. C'est une action humaine et de proximité que tu as ajoutée aux autres actions de bien-être déjà en place au sein d'Ursa, au profit de tes collaborateurs. Du coup, je me questionnais peut-on parler d'Ursa comme une entreprise qui intègre le management par le care? Et enfin, c'est une question qui te concerne plus personnellement. Aujourd'hui, on sait que 50% des dirigeants présentent malheureusement un risque de burn-out accru. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour te retrouver du côté des 50% qui gardent la tête froide au quotidien? Merci Jean-Pierre. Donc comme ça, on finit sur ça. Deux excellentes questions en une. Deux excellentes questions en une. Alors la première partie, est-ce qu'on a une management du care? Par le care, ouais, c'est vrai, parce que tu mets pas mal de choses en place justement sur l'humain. En fait, moi, mon souci, c'est de répondre à l'humain. C'est-à-dire que le paradoxe de nos métiers, c'est qu'à la fois, tu dois impulser de l'énergie, impulser de la performance, mais ce n'est pas incompatible avec l'humain. Au contraire, plus l'humain va se sentir bien, plus il va être performant. Donc l'idée, elle n'est pas, elle est pas de se dire de manière machiavélique, voilà, les gens vont être mieux, etc. Non, c'est réellement se sentir bien, et en même temps, les gens vont être dans une attitude constructive, positive, d'innovation, comme on l'évoquait tout à l'heure, etc. Et par ailleurs, en fait, on vit quand même dans les époques hyper dense, quoi. En fait, l'environnement bouge très vite. On sait ce qui s'est passé ces 4 dernières années. En fait, qui aurait imaginé toute cette évolution et cette complexité? Il y a 3 ans, on était en plein dans le Covid. Après, on oublie presque, on oublie nos masques. On se retrouve dans la crise de l'énergie, de l'hyperinflation. Enfin, les temps sont compliqués. Donc, ça veut dire que chacun doit s'adapter, chacun doit résister, mais chacun doit aussi trouver du bien-être dans un environnement en fait qui ne le favorise pas, parce que c'est très compliqué. Et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, les gens n'expriment pas forcément ça, quoi. Donc c'est important d'aller chercher un peu l'échange
Et donc ça peut amener effectivement l'œil extérieur, l'oreille extérieure, qui est peut-être qui amène quelque chose de complémentaire par rapport, par exemple, à l'oreille du dirigeant ou celle des RH, etc. Et donc, pour moi, c'est important. C'est important, rien n'est parfait, il faut toujours progresser. Les gens ont l'impression, par exemple, dans l'entreprise, et ils n'ont pas tort, qu'on est dans une structure assez courte, lean, hein, donc ils sont très engagés, mais parfois un peu chargés, pour ne pas dire surchargés. Donc il faut les aider aussi à aller dans les priorités, à trouver la bonne énergie. Parce qu'à un moment donné, si je suis tout le temps à fond, on connaît la courbe, on ne peut pas rester à fond. Et là, on a le risque de burn-out, on a le risque de... Et ça, ce n'est pas acceptable. Et pour moi, c'est une vraie préoccupation. Alors c'est une préoccupation que j'ai vers les autres. Et puis après, ben voilà, deuxième bonne question d'Ariane. Comment tu gères alors est-ce que je gère aussi bien que j'essaie de gérer avec les autres? C'est parfois le paradoxe. Moi, j'ai tendance à... Ma femme dit, tu vas toujours à fond, quoi. Bon, parce que j'aime ça, parce que c'est mon truc. Après, il faut être conscient à un moment donné qu'on arrive à se fatiguer. De temps en temps, je lui dis, mais tiens, je me suis fatigué. et en fait, je me régénère comment? Je me régénère par, tu vois, honnêtement, sans discours de circonstance, tu vois, notre moment-là, ça te redonne... ça me donne aussi du boost, tu vois, parce que c'est un plaisir, tu vois. Donc, ça m'aide, tu vois, à trouver l'énergie, à en repuiser. Évidemment, mes amis, ma famille, etc., va dans ce sens-là. Les rencontres, des découvertes de culture, de voyage, tu vois, c'est un peu classique, ou des sorties, très éclectiques. Donc voilà, et ça, ça me permet d'avoir jamais eu de burn-out, et je compte bien effectivement rester en pleine forme et continuer de me régénérer. Bon, tu vois. Et les autres me régénèrent, tu vois, parce que c'est ça, c'est pas toi-même qui te régénère, c'est les autres, c'est le contact des autres. Dans une société, dans tous les cas, on a besoin de l'interaction. Voilà, et après, là où il faut faire attention, c'est pas imposer aux autres la façon dont on vit soi-même, parce que je sais que j'ai un rythme un peu dingue. Les gens me disent, mais comment tu fais tout ça, quoi? Alors effectivement, j'essaie de pas survoler, j'essaie de faire bien les choses, mais au moment où je les fais, mais tu peux pas imposer aux gens en disant... Et ça, j'ai appris ça avec le temps. J'ai appris ça avec le temps. Comment tu fais pour ne pas imposer aux autres? En fait, déjà, il faut en avoir conscience. Si tu veux, à un moment donné, peut-être il y a 20 ans, tu vois, j'en avais moins conscience, donc tu as envie de... Tu te dis, hop, on est là, tu vois, je roulais plus vite à vélo, tu vois, tu as envie que tout le monde suive. Mais en fait, on sait très bien que tu as des gens qui vont être devant, tu as un peloton, puis tu as des gens qui va falloir être plus à l'arrière. Donc, il faut en avoir conscience, il faut être à l'écoute, il faut comprendre. Et puis, il faut que les gens interagissent là où ils sont bien, là où ils sont compétents, là où ils sont à l'aise. Pas toujours les mettre dans leur zone, plutôt les mettre comme dans leur zone de confort. On peut les faire évoluer aussi, mais pas les mettre complètement à contre-emploi, quoi. Ouais, voilà. C'est une bonne conclusion. On va se faire la montée pour finir. Là, on se la fait à fond. À fond. C'est vrai que alors, on a un scoop, hein. On démarre le Tour de France tous les deux début juillet, hein, bien sûr. Exactement. Ouais, là, ça va donner... Je voulais pas leur dire tout de suite, mais allez, t'as balancé le scoop. J'ai spolié le truc, je suis désolé. Pas de souci.